Aujourd'hui, donc, nous faisons ce second webinaire annuel du PSE régénératif qui a pour objectif de diffuser assez largement à la fois la manière dont a été monté ce projet et les innovations qui sont intégrées dans le cadre même de ce projet, mais aussi les premiers retours d'expérience. Et donc, nous avons une année déjà derrière nous que je vais pouvoir voilà, vous commentez. Évidemment, vous aurez un temps pour me poser vos questions si je n'ai pas passé les sujets qui vous intéressent. Dans une première partie très courte, je vais introduire à la fois pour une agriculture du vivant et le cadre justement du projet, pour enchaîner assez rapidement sur la manière dont a été monté ce projet qui, comme vous le verrez, est innovant, notamment de par l'implication à la fois d'acteurs publics et d'acteurs privés. Ensuite, nous détaillerons le socle commun d'indicateurs qui est utilisé dans le cadre de ce PSE et notamment pour calculer le montant du paiement pour services environnementaux qui est versé aux agriculteurs. Ensuite, je détaillerai le modèle économique public-privé. Donc, comment ont été définies les manières justement de rémunérer les agriculteurs et comment sont définies les primes également dans le cadre du projet. Ensuite, nous passerons un peu de temps sur les premiers retours d'expérience et nous garderons un temps d'échange en fin de ce webinaire pour que vous puissiez poser vos questions. Pendant ce webinaire, vous aurez trois animateurs. Moi-même, Juliette Carcelet, je suis donc ingénieure agronome et chef de projet chez Pour une agriculture du vivant. Nous aurons également deux autres animateurs que je me permets de présenter. Patrice Bizet, qui est le chef du service appui paiement et intervention économique à l'Agence de l'eau Artois Picardie, qui représente donc le financeur public de ce projet. Et Thibaut Pérez, mon collègue, qui est chargé d'affaires publiques et qui présentera également une partie un peu plus perspective et prendre du recul un petit peu sur ce qu'on fait sur le territoire du PSE. Au niveau du fonctionnement, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, mais je vais vous demander de garder votre micro coupé. Mon collègue Thibaut va sélectionner des questions puisqu'on a un petit temps intermédiaire de questions-réponses pendant le webinaire. Là, ce sera plutôt les questions de compréhension qui seront abordées pour vous éviter voilà, de passer 1h30 avec une question qui vous empêche de comprendre l'ensemble de ce que je vais vous raconter. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un temps aussi pour les questions de fond en fin de webinaire. Pardon, c'est pas 30 minutes, c'est 15 minutes. On a moins de temps que l'année dernière. Donc là aussi, on fera une sélection, quitte à ce que vous nous contactiez ensuite si certaines de vos questions n'ont pas été éclaircies. Le webinaire, il est enregistré, il est actuellement enregistré et il sera diffusé sur la chaîne YouTube de Pour une agriculture du vivant. Vous recevrez tous le lien de la rediffusion à la fin de ce webinaire. Donc voilà, si vous avez loupé des informations ou que vous devez partir en cours de route, vous aurez le lien par la suite. Je propose donc de commencer avec une rapide introduction sur Pour une agriculture du vivant. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou peu, Pour une agriculture du vivant est une association loi 1901 d'intérêt général qui œuvre à transformer le modèle agricole et agroécologique et agro-industriel, pardon, avec un ensemble d'adhérents. Donc actuellement, on a entre 115 et 120 adhérents dans le mouvement. Des adhérents qui sont tout autant de l'amont agricole, donc coopératives et négoces, que plutôt de l'aval, donc où on va avoir des distributeurs, des industriels un petit peu plus en aval de la chaîne, mais également des services financiers, des partenaires et des structures de conseil, de formation, y compris des chambres d'agriculture d'ailleurs maintenant. On a aussi des agriculteurs qui sont adhérents, mais qui ne sont pas compris dans ce chiffre évidemment de 115 et qui, eux, sont voilà, aussi à l'origine des remontées terrain et de la cohérence en partie agronomique de nos outils. Donc, ce qu'on développe effectivement, ce sont des outils et des méthodes pour accompagner la transition agroécologique et notamment dans nos outils, dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui est l'indice de régénération et qui va particulièrement être au centre de ce PSE régénératif puisque c'est le fameux socle commun d'indicateurs dont je vous parlerai un peu après. C'est d'ailleurs via cet outil qu'on va aller mesurer directement sur une ferme les résultats environnementaux
des changements de pratique des agriculteurs. Donc, quand je parle de pratique, c'est quand même assez large. On va parler tout autant de ce qui va être la restitution de résidus, de cultures, de couverts végétaux au sol, la limitation du travail du sol, l'intégration en rotation de légumineuses, de BNI, le fait de faire des cultures associées, etc. Tout ça va avoir des impacts sur le sol et sur l'eau particulièrement, évidemment, hein, qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, c'est grâce à l'indice de régénération et à cette mesure annuelle sur la ferme des pratiques des agriculteurs qu'on va faire le lien avec les impacts et donc le résultat attendu du projet. L'agence de l'eau Artois-Picardie, qui est donc notre financeur principal sur le projet, a des enjeux sur ce territoire et particulièrement des enjeux d'état écologique et chimique des masses d'eau qui sont concernées. Donc, on a 6 masses d'eau sur le territoire du PSE régénératif. Et c'est donc via ces pratiques-là on va pouvoir apprécier un changement de cet état. Le PSE régénératif, c'est donc un projet qui est porté par l'Agence de l'eau Artois-Picardie, donc le financeur principal. L'association est-elle mandataire de l'Agence de l'eau, donc avec un objectif, un double objectif, à la fois celui de mutualiser les efforts de déploiement de l'agroécologie sur un territoire. Donc, pour avoir une préservation de la ressource en eau, on va à la fois solliciter bien évidemment les agriculteurs qui ont été sélectionnés, mais aussi leurs clients pour venir financer la transition des agriculteurs, couvrir une partie du risque que prend l'agriculteur, donc un risque technique qui évidemment se traduit en risque économique lorsqu'il y a des ratés, ça se sent au niveau du résultat de la ferme en elle-même, et qui permet donc d'inciter des agriculteurs qui ne sont pas forcément déjà dans un changement de pratique à aller vers ce changement-là. C'est un dispositif qui est donc assez innovant puisque les PSE existent déjà en dehors de ce cadre, hein. Depuis 2019-2020, on a une émergence de PSE sur le territoire métropolitain. Mais ici, l'innovation, c'est vraiment donc ce financement public-privé que je vous détaillerai par après. C'est donc un dispositif qui vise à la fois à rémunérer les agriculteurs et aussi à tester une simplification au niveau du cofinancement, puisque, encore une fois, l'indice de régénération sert de socle commun et est donc l'unique diagnostic sur lequel va se baser à la fois le financement public que représente le paiement pour services environnementaux versé par l'Agence de l'eau et les primes filières agroécologiques qui, elles, viennent des entreprises. En ce qui concerne le montage de ce projet, donc la genèse en fait de ce projet vient d'un précédent projet qui a été lui financé par France Agrimaire et qui a duré 4 ans, qui s'est terminé en 2023, qui s'appelle Culture d'industrie sur sol vivant et qui nous a permis dans les Hauts-de-France, donc sur le territoire qu'occupe aujourd'hui le PSE régénératif, de mesurer, grâce à l'indice de régénération, des résultats agro-environnementaux des fermes qui faisaient partie du projet, qui étaient déjà engagées dans ce projet-là. Des fermes qui donc ont été suivies pendant ces 4 ans-là grâce à l'indice de régénération et sur lequel un niveau a été chaque année mesuré. Donc un niveau d'indice de régénération, ça va de 0 à 100 points. Et donc ici, ce que vous voyez, c'est trois catégories principales de fermes qui ont été suivies dans le cadre de ce projet. Des fermes dites débutantes avec un indice de régénération inférieur à 40 sur 100, donc où on a parfois un début de transition, un début de changement de pratique, mais voilà, encore une grosse marge de progrès, on va dire, au niveau des services environnementaux rendus. Des fermes plutôt intermédiaires, donc qui ont déjà passé le stade du début de transition, qui ont mis des choses en place et qui ont donc déjà des résultats intéressants et quantifiables à présenter. Et enfin, des agriculteurs plutôt avancés, parfois même pionniers, donc entre 60, 80, voire même plus d'indices de régénération. Là, on est sur un système plutôt bien stabilisé, à la fois techniquement et à la fois, la plupart du temps, en tout cas économiquement, et qui donc ont beaucoup à apporter en termes de partage de connaissances, etc., au groupe. Ce qu'on peut remarquer assez facilement, donc juste à gauche, vous avez les items, les indicateurs principaux de l'indice de régénération, et plutôt sur la droite, les résultats en termes d'enjeux sur les différentes catégories d'agriculteurs, de fermes.
Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on peut assez facilement faire le lien entre le niveau atteint par la ferme en termes d'indice de régénération et l'atteinte de résultats sur ces fameux enjeux. Donc, par exemple, la réduction de l'érosion, on considère qu'un sol qui est couvert de manière assez importante va permettre de réduire les effets de l'érosion. Et là, ce qu'on voit de manière assez évidente, c'est que dans le cadre de ce projet-là, les agriculteurs débutaient déjà avec environ 70% de sols couverts sur l'année, donc ce qui est déjà un niveau assez intéressant, mais que en fait plus le niveau augmente, plus ce pourcentage de sol couvert est important et donc plus les résultats sont importants. De la même façon avec le travail du sol, le fait de réduire le labour, de réduire le travail du sol profond va réduire en effet les effets de l'érosion et donc là de la même façon, en effet inverse plutôt, on va réduire de plus en plus ce travail et donc on va avoir de plus en plus de résultats positifs. Ces résultats-là, ils ont été aussi calculés sur du stockage de carbone. Le stockage de carbone était de plus en plus important au fur et à mesure de la transition. L'effet de l'augmentation de l'azote organique ou de la mise en place de légumineuses, ou en tout cas de l'abstention de mise en place d'épandage d'azote minéral, a lui aussi été mesuré et lui aussi s'améliorait au fur et à mesure du niveau de l'augmentation du niveau des agriculteurs. De même, pour la réduction des produits phytosanitaires, pour l'augmentation de la diversité cultivée, donc du nombre d'espèces sur la ferme, et issu d'un autre projet qui s'appelle le projet Bagage, qui a été mené par l'INRA, on a pu aussi faire le lien entre le niveau des agriculteurs et la réserve utile moyenne des fermes, donc la capacité de ces fermes-là à retenir de l'eau dans le sol et donc à comment dire, avoir une résilience face aux aléas climatiques. Et donc, on a constaté également une augmentation là-dessus. Et donc, suite à ces différents résultats que je vous ai présentés, on a donc échangé avec l'Agence de l'Oire Picardie et je vais laisser la place à Patrice Bizet pour qu'il puisse nous parler un petit peu de l'intérêt de l'Agence de l'eau de financer un tel projet. Alors, juste Oui, vous dire. bonjour. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. En fait, tu as déjà annoncé beaucoup de choses. Nous, à l'agence, on était partant pour financer ce projet à plusieurs titres. D'abord parce que on avait à cœur d'expérimenter les PSE comme moyen alternatif des MAEC, dans la mesure où sur les systèmes grandes cultures, légumes d'industrie, on voyait que les MAEC, hormis par des bio, étaient très peu souscrites. Donc on souhaitait tester cette alternative. On avait également l'ambition de proposer quelque chose de simple pour les agriculteurs et le fait de pouvoir parler un langage commun à travers l'indice de régénération, ça nous permettait d'atteindre cet objectif. Et de ce que j'en ai compris, les premiers agriculteurs engagés s'y retrouvent à date. Ensuite, plus globalement, si l'agence intervient sur des PSE, c'est pour atteindre ses objectifs, donc objectif de bon état d'usage. Ensuite, de manière plus ponctuelle, on a des objectifs sur les aires d'alimentation de captage, et en particulier les aires d'alimentation de captage prioritaires, ou sur des zones à enjeu érosion, et donc sur lesquelles on va pouvoir positionner des PSE. Voilà. Mais donc, ce projet-là, c'était vraiment plutôt un projet démonstrateur du modèle. Donc, tu peux avancer. Voilà. Bah, finalement, oui, j'ai pas tellement suivi le diapo, mais donc ça rejoint bien ce que j'ai indiqué. Sachant que pour nous, juste en complément, il y avait quand même un intérêt également de pouvoir travailler avec les filières et de proposer quelque chose qui soit, qui soit articulé avec les primes filières. Donc voilà, toujours dans cet objectif de simplification pour les agriculteurs. Tu peux passer. Voilà, le choix du territoire. Bon, alors, c'est plutôt un choix d'opportunité, hein. On a choisi un territoire où on a des enjeux érosion. On a certaines masses d'eau qui pourraient atteindre le bon état
avec un horizon relativement court, fin donc 2027. Et donc, le secteur qui a été retenu, étant sensible à tout ce qui était pression, érosion des sols dans les enfin, qu'on retrouve dans les cours d'eau, ça nous a conduit à positionner le PSE ici. Ensuite, en toute transparence, sur ce PSE, comme notre intérêt premier, c'était de tester le modèle, on a été plutôt souple sur le choix, de manière à pouvoir commencer à lancer l'expérimentation là où on avait des acteurs filières qui étaient prêts à se mobiliser également. Donc, dans le futur, les agences de l'eau pourraient être, en tout cas Artois Picardie, on pourrait être plus regardant sur le secteur. Là, on a fait un petit compromis intérêt milieu et surtout pragmatisme par rapport à la faisabilité du projet. Tu peux passer. Voilà, bah donc, oui, je viens de le dire en fait, hein, donc c'est par rapport au territoire, par rapport aux objectifs bon état 2027. Donc du coup, tu peux le passer aussi. Et donc, du coup, Voilà, je reprends la main ici. Merci, Patrice. je t'en prie. Je te ressolliciterai pour l'intérêt des indicateurs et des pondérations un petit peu plus tard, mais je te redirai le moment venu. Donc Patrick Didet vous a un petit peu voilà, détaillé les objectifs de l'Agence de l'eau et la question se pose aussi, j'imagine, pour vous de savoir comment les partenaires privés, eux, se sont engagés au sein du projet. Certains d'entre vous le savent sûrement déjà dans le cadre des méthodes qui sont développées par pour une agriculture du vivant. Il y a une méthode d'intelligence collective qu'on utilise beaucoup à la fois avec nos adhérents, mais aussi en intégrant des structures qui ne sont pas adhérentes au mouvement au sein de ces événements-là qui s'appellent les défis de l'agroécologie. Et donc en 2022, on a organisé les défis de l'agroécologie, mais sur les Hauts-de-France. Et dans le cadre de cet événement-là, l'objectif, c'était que justement les participants soient des acteurs de ce territoire, soit des agriculteurs, soit des filières agro-industrielles, mais aussi des financiers et des institutions, dont l'Agence de l'eau Artois Picardie, et des partenaires et des services voilà, qui étaient aussi présents et intéressés. Et ça nous a permis de mettre en contact tous ces acteurs-là, de leur partager les enjeux, évidemment, et aussi de construire, en fait, la genèse de ce projet. Et donc, c'est grâce à ça, grâce à ces défis de l'agroécologie-là aussi, que beaucoup d'acteurs ont pu connaître l'ambition de ce projet et y participer par la suite. Et donc, les partenaires du projet en 2025 et donc pas en 2024, excusez-moi pour l'erreur, sont les suivants. Donc, pour le pilotage du projet, l'Agence de l'eau et pour une agriculture du vivant, je pense que ça ne vous surprend pas. Les partenaires techniques qui ont participé au projet en 2025 étaient donc la Chambre d'agriculture de la Somme, Greensol, Gaia Consultant et Novalistera et Vers des sols vivants, qui sont donc nos partenaires techniques qui vont nous accompagner notamment dans le cadre de l'accompagnement des agriculteurs sur le terrain, mais j'y reviendrai un peu après. Nos collecteurs de matières vétérinaires, donc nos financeurs, et d'ailleurs dont certains sont aussi des partenaires techniques sur l'accompagnement des agriculteurs, sont Cristal Union, McCain, Bonduel, Ceresia, Tereos, pardon, Pomme Alliance, Unéal, Roquette et Intersnack, qui sont donc en contact direct avec les agriculteurs et qui vont d'ailleurs leur reverser les primes agroécologiques suite à la mesure de l'indice de régénération. On a des financeurs qui, eux, appartiennent plutôt à l'aval de la filière et qui, dans le cadre de leur filière avec les collecteurs, participent aussi à la mise en place de ces primes. Et pour ça, cette partie-là, nous avons LVMH, Brioche Pasquier, Coopérative U, ah bah, j'ai mis Roquette 2 fois, excusez-moi, et Rissen Alcool. En ce qui concerne le calcul, cette fois-ci, du PSE, on se base, comme je vous le disais, sur l'indice de régénération. Assez rapidement, l'indice de régénération, c'est un outil de diagnostic initialement sur la ferme, mais qui se décline en plusieurs fonctionnalités autres. Donc évidemment, il y a la partie mesure sur la ferme qui se fait annuellement dans le cadre du projet. C'est aussi un outil qui peut permettre de s'appuyer pour faire du conseil agronomique. Là, c'est le cas dans le cadre du projet. Les experts utilisent l'indice de régénération pour construire un plan de progrès avec l'agriculteur
agriculteurs, plan de progrès qui est directement lié au montant que l'agriculteur peut percevoir via l'atteinte de seuil dans le cadre des indicateurs qui sont mesurés. Mais j'y reviendrai un peu après. C'est aussi l'outil qui sert à la contractualisation filière et au financement du PSE, je n'y reviens pas. Les indicateurs, dans le cadre de l'indice de régénération, il y en a 12. Vous les avez tous à l'écran. Dans le cadre de ce projet PSE régénératif, la partie grisée en bas qui correspond à la formation et au partage des connaissances des agriculteurs, n'étant pas un service agro-environnemental au sens propre, puisque c'est pas un service que rendent les agriculteurs, mais plutôt une mise à disposition de leur temps et de leurs connaissances, justement. Ça n'a pas été intégré dans le calcul du PSE en lui-même. Donc, quand un agriculteur va faire son indice de régénération en fin de campagne, on va bien noter cette partie-là puisque ça va servir à calculer sa prime à la fin. Mais par contre, ce n'est pas rémunéré directement par l'Agence de l'eau dans le cadre du paiement pour services environnementaux. Le reste des indicateurs, en revanche, le sont. Ici, et c'est là, Patrice, que je vais te demander de compléter en termes d'intérêt pour l'Agence de l'eau, vous avez à gauche les enjeux de l'Agence de l'eau, donc érosion, fertilité, qualité de l'eau, biodiversité, etc. Les indicateurs en face de l'indice de régénération qui répondent à ces enjeux-là. Et un peu après, les seuils bas, hauts et la pondération qui sont appliqués à ces indicateurs. On va le voir après, chaque montant du PSE, chaque partie de ce paiement est directement indexé à chacun des indicateurs. Donc, on va calculer indépendamment chacun des indicateurs au moment de la campagne. On va du coup établir un niveau, par exemple, de taux de couverture du sol. Entre le seuil de 65% qui est le seuil bas et le seuil haut de 90%, l'agriculteur a une possibilité d'avoir une évolution linéaire du montant qui est associé à ses résultats. Donc, ces seuils-là, la plupart correspondent à ceux de l'indice de régénération classique. Mais dans le cadre du projet, il y a eu des petites modifications. Donc, notamment sur le taux moyen annuel de couverture du sol, le seuil bas a été légèrement relevé de 60 à 65%. Et Patrice, si tu veux bien, je te laisse compléter un peu sur cette partie-là pour faire le lien avec les enjeux de l'Agence de l'eau. Oui, merci. Oui, nous, on a proposé en fait d'apporter une rémunération qui va prendre en compte des enjeux herbicides notamment, puisque si dans le programme d'intervention, on soutient l'agriculture de conservation des sols pour les services qu'elle peut rendre, on a quand même le sujet gestion des herbicides qu'il faut qu'on réussisse à maîtriser dans ce type de conduite de culture. Et donc, on a adapté en fait la rémunération en accord avec pour l'agriculture du vivant sur ce point. Voilà, en fait, ça montre quand même que l'indice de régénération est un outil très souple, hein, parce que finalement, on a quand même toujours la base d'indice de régénération et derrière, chaque financeur peut y mettre la rémunération du service associé en fonction de ses priorités. Donc là, en fait, ce qui a été fait très clairement, c'est qu'on est resté sur une base de 100% au niveau de la pondération, mais les 5% qui servaient à rémunérer initialement la formation des agriculteurs, donc vous vous souvenez, l'indicateur qui a été sorti de ce calcul-là, en fait, ont été rebasculés effectivement sur l'écart à l'IFT herbicide régional moyen. Merci Patrice d'avoir complété. Donc, en ce qui concerne le calcul du montant perçu. Déjà, pour que vous ayez une idée, avant le lancement du projet, nous avons mis en place un système de simulation qu'initialement, nous n'avions pas sélectionné les agriculteurs et nous avions donc utilisé des profils qui correspondaient au projet culture d'industrie sur sol vivant, dont je vous ai parlé un petit peu avant, pour établir et vérifier d'ailleurs que ce modèle permettait de rémunérer les agriculteurs, à quel niveau on commençait à avoir tel ou tel montant de rémunération, etc. Et donc, c'est un calcul qui a été fait à la fois sur des agriculteurs plutôt en transition et des agriculteurs plutôt avancés, puisque, je n'ai pas précisé d'ailleurs, mais dans le cadre du projet, on a donc bien deux catégories d'agriculteurs qui ont été sélectionnés. Des agriculteurs qui ont un indice de régénération
en dessous de 60 et qui sont donc clairement en transition, pas à l'équilibre ni au niveau technique ni au niveau économique et qui ont donc besoin d'une sécurisation, voire même d'une incitation à se lancer en transition, mais aussi une partie d'agriculteurs, donc un pourcentage moins important d'agriculteurs qui sont déjà plus avancés, donc qui ont déjà une maîtrise des pratiques qui est un peu supérieure, ce qui n'empêche pas que ça leur permet d'innover, de partager leurs connaissances et que parfois le risque est aussi présent chez ces agriculteurs avancés qui ont donc un niveau de rémunération qui est un petit peu différent des agriculteurs en transition puisque les services rendus par ces agriculteurs avancés sont dès le début du projet plus importants et c'est logique que ceux des agriculteurs en transition. Donc, c'est une vérification qu'on a faite au début du projet, de savoir sur ces profils simulés, entre une première année de rémunération et une cinquième année, avec voilà, différents scénarios d'évolution des pratiques et donc des indicateurs, de savoir un petit peu quel était le niveau de rémunération. En euros à l'hectare, vous voyez donc que pour un agriculteur qui rentre au sein du projet, on considère qu'il va assez facilement arriver à 30 euros par hectare de rémunération au début, donc un début de service rendu. Et en année 5, un agriculteur atteint assez facilement un niveau plafond qui lui permet pour une ferme de 190 hectares de percevoir 15 000 euros uniquement sur la partie PSE. Hein. Là, ici, je ne parle pas encore des primes filières, mais uniquement de la partie PSE. Pour un agriculteur avancé, en revanche, dès une année 1, ces agriculteurs-là peuvent assez facilement atteindre un niveau de rémunération qui s'approche plutôt des 70 euros à l'hectare et donc environ 13 000 euros sur une ferme de 190 hectares. Et en fait, pendant les 5 années, évidemment, ça dépend des profils, hein, mais pour une ferme qui augmenterait petit à petit, en fait, on arrive, si je me souviens bien, dès la 3e année au plafond, qui est donc un niveau de rémunération assez important et qui permet aux agriculteurs voilà, de continuer ce changement de pratique et de pallier à certains risques pris pour avancer un petit peu plus au niveau des pratiques. Ces simulations-là, elles ont aussi servi à encadrer l'enveloppe totale mise à disposition par l'Agence de l'eau pour l'engagement de ces agriculteurs-là. Donc, des appels de fonds annuels permettent de rémunérer les agriculteurs sur base des services qu'ils ont vraiment rendus à la campagne précédente. Et donc, c'est une enveloppe totale de 6 millions d'euros pour 5 ans et pour un chiffre initial de 100 agriculteurs qui avait été calculé en début de projet. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment on calcule le PSE, je vous prends l'exemple d'un des indicateurs. Comme je vous l'ai dit, il faut faire cette petite mécanique-là sur chacun des 11 autres indicateurs pour avoir le montant total du PSE en fin de campagne et de mesure de l'indice de régénération. Mais ici, je prends l'exemple de ce premier indicateur. Donc, vous retrouvez le seuil bas dans l'indice de régénération de 65% du taux de couverture du sol et le seuil haut de 90%. Un agriculteur qui donc en première année, pardon, pas en première année, en année dite 0. Donc en fait, une année 0, c'est une année, c'est la base de référence, c'est l'état des lieux initial de la ferme. Donc pour un agriculteur qui démarre à 70% de couverture du sol, vous retrouvez les chiffres que je vous ai présentés un peu avant, ça correspond à 2 points dans l'indice de régénération et c'est donc la base du montant utilisé pour savoir le niveau que l'agriculteur a maintenu sur sa ferme. Parce qu'il y a 2 manières de calculer cette rémunération. Il y a ce que l'agriculteur maintient d'une année sur l'autre, donc un niveau qui n'a pas augmenté ou la partie en tout cas de l'indicateur qui n'a pas bougé est rémunérée à un niveau de maintien. Mais pour inciter justement au changement de pratique, à l'amélioration de ces pratiques-là, il y a une rémunération qui est plus importante pour l'amélioration justement de ces pratiques et donc la création de services agro-environnementaux. Donc en année 1, ce qu'on va regarder, c'est à la fois le niveau précédent en orange que l'agriculteur avait sur le taux de couverture du sol, mais aussi en vert, le niveau qu'il a atteint sur l'année 1. Donc s'il était à 70 en année 0 à l'état initial et qu'il est passé à 78% en année 1, on va compter les 2 points qu'il a simplement maintenus en fonction de la valeur de référence qui est pour le maintien de 14,6 euros par hectare.
Mais on va aussi lui compter les 3,2 points qu'il a gagnés sur son indice de régénération. Et cette fois-ci, on a presque doublé la rémunération. C'est 26 euros à l'hectare pour la création de services. Donc, il est à la fois rémunéré pour la partie qu'il maintient et pour la partie qu'il crée. Ce qui nous donne là, pour cet indicateur seul, environ 20 euros de l'hectare. Hein, c'est pour vous donner une idée de ce que ça représente. Et donc, encore une fois, à décliner sur chacun des indicateurs. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question, qu'est-ce qui se passe quand un agriculteur décide de créer lui-même un effet yo-yo et de se dire, bah, puisque la création de services est mieux rémunérée, pourquoi je ne ferais pas voilà, une augmentation, puis une baisse, puis une augmentation. Peut-être qu'avec un calcul un peu savant, j'y gagnerais. Je pense que c'est assez rare de croiser ce genre de manière de penser, mais de toute façon, c'est pallié par la méthode de calcul, puisqu'on appelle ce qu'on appelle un effet de cliquet qui fait que la création de services ne peut démarrer que si l'agriculteur dépasse son précédent seuil maximum personnel. Donc, imaginons qu'en année 2, du coup, l'agriculteur repasse à 74%, il ne sera rémunéré que pour le maintien de ces 74%. Mais s'il les augmente à 76%, ce sera considéré quand même comme du maintien puisqu'il n'a pas redépassé ses 78%. Et c'est le cas pour tous les indicateurs également. Donc, l'effet yo-yo n'est pas possible via cette méthode de calcul. Pour améliorer les pratiques, les agriculteurs ont aussi, donc évidemment, besoin de cette rémunération et cette incitation au changement de pratique qui leur permet de faire des investissements sur la ferme, mais ils ont aussi besoin d'une animation plutôt sur le terrain et de monter en compétence tout simplement sur ces pratiques-là. L'idée dans le projet, c'est vraiment de permettre aux agriculteurs d'avoir à la fois de l'accompagnement terrain avec voilà, des événements collectifs, des formations, des tours de plaine qui permettent pour eux d'échanger sur ces sujets-là, mais aussi d'avoir un suivi plus individuel qui leur permet d'adapter leurs objectifs, leurs plans de progrès vraiment aux contraintes et aux besoins de la ferme, et même d'ailleurs, j'ai envie de dire de leurs envies au niveau agronomique, pour que ça leur permette voilà, d'être vraiment impliqués dans la démarche. Pour ça, pour une agriculture du vivant, on met en place un réseau d'experts qui sont qualifiés pour accompagner les agriculteurs, qui sont formés évidemment à l'indice de régénération. On met à disposition un catalogue qui permet de décrire toutes les structures, les prestations qui sont proposées, de présenter aussi l'agronome lui-même, puisque c'est à l'échelle individuelle que l'agriculteur va être suivi. C'est important qu'il ait voilà, un lien privilégié avec son futur référent agroécologique. Et on met également en place un support téléphonique côté PADV pour aider à la mise en relation et puis même pour suivre les agriculteurs dans le cadre de leur changement de pratique. Donc, vous avez à nouveau en bas les différents experts techniques qui nous accompagnent. On va passer au modèle économique, mais avant ça, s'il y a des questions, Thibaut, n'hésite pas à me dire. On a une question, notamment sur la taille des exploitations qui sont engagées dans le PSE au niveau de la SAU, combien elle est environ et comment ça se situe par rapport aux moyennes de ferme sur le territoire de la région. Très bonne question. Alors, je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais globalement, on se situe quand même autour de ces fameux 190 hectares qui était le chiffre qu'on utilisait dans le cadre des simulations. Donc, on n'est pas très loin de ce niveau-là sur la taille des fermes. Et une deuxième question, comment ont été définis les montants de 26 euros par hectare en création et 14,6 en maintien? Alors ça, ce sont des valeurs guides qui sont partagées et imposées par l'agence de l'eau elle-même. Donc, je ne sais pas si Patrice, tu as des éléments de réponse en plus, mais on utilise les valeurs de l'agence de l'eau. Oui, qui elle-même utilise le cadre du régime d'aide communautaire. Ensuite, ouais, on n'a pas bougé là-dessus, hein. Il me semble que sur ce PSE, on s'est calé vraiment sur les valeurs les valeurs du régime. À ma connaissance aussi. On a une question sur les modalités et les critères de sélection des agriculteurs Très bonne question. de la mesure de l'IR.
Alors, en entrée de projet, donc il y a eu 2 phases de recrutement, mais pour simplifier, de toute façon, les règles ont été les mêmes pour les 2, donc voilà. Dans un premier temps, on est allé au contact des agriculteurs plutôt via des journées d'information. Donc, pour présenter le projet, présenter les partenaires et donner envie aux agriculteurs, en fait, hein, d'embarquer dans ce projet-là, particulièrement aux agriculteurs plutôt débutants qui, de fait, ne sont pas ceux qui s'intéressent le plus au sujet. Et c'est bien le but justement de les faire s'y intéresser. Donc on a organisé ces journées d'information-là pour leur permettre de comprendre le projet et aussi de savoir comment poser une candidature. Le dépôt de candidature pour le PSE se faisait en 3 grandes parties. Donc, c'est une candidature qui était quand même assez rapide et simplifiée, qui se faisait en ligne via un questionnaire avec 3 grandes parties. Une partie assez globale où on cherchait à comprendre bah, voilà, quelle était la dimension de la ferme, quelles relations commerciales il y avait déjà entre les agriculteurs et des partenaires du projet pour savoir justement quel impact ça allait avoir sur le modèle économique que je vais vous proposer, puisque évidemment, plus l'agriculteur a de partenaires, plus c'est intéressant à tester dans le cadre du modèle. On allait également chercher, et ça pour le coup, c'est faisait partie des critères vraiment de sélection, la motivation des agriculteurs. On appelle ça une lettre de motivation, mais avec quand même des niveaux de questions assez précises pour savoir quels étaient les objectifs des agriculteurs au niveau agronomique, quelles étaient aussi les choses qu'ils avaient déjà mis en place chez eux. Enfin voilà, il y avait quand même cette idée d'aller trouver les agriculteurs qui ont un profil aussi, qui ont envie d'y aller. On avait un critère également de zone, donc critère le plus important. Un agriculteur n'était éligible que s'il faisait partie de la zone du PSE et était privilégié, prioritaire, s'il faisait partie des zones prioritaires du projet. Parce que je suis plus sûre qu'on les détaillait au moment de la carte, mais il y a 3 zones en fait qui sont prioritaires avec des masses d'eau qui ont des enjeux prioritaires pour l'agence de l'eau. Et on a également une zone plutôt dite réserve. Et là, pour le coup, les agriculteurs, voilà, ils pouvaient être éligibles, mais ils n'étaient pas priorisés. Et il m'en manque un, et le niveau agroécologique, bien sûr, des fermes. Donc pour ça, une partie du questionnaire, en fait, permettait de cibler les agriculteurs en fonction de leur niveau. Donc il y avait une manière de déterminer en autodiagnostic, hein, de manière assez rapide, quel était le niveau d'indice de régénération potentiel de cet agriculteur-là, de cette ferme-là. Et donc on a cherché à privilégier les agriculteurs qui étaient plutôt en transition, donc avec un indice de régénération inférieur à 60, puisque c'était le cœur de l'objectif de cofinancement que de voir si ça permettait d'inciter des agriculteurs plutôt des débutants. Donc voilà, donc les 3 critères de sélection, je synthétise un peu. Les 3 critères de sélection étaient donc en priorité la zone, ensuite le niveau agroécologique des fermes et enfin la motivation. On a une question justement qui demande quel est le profil des fermes qui ont postulé en termes de débutants, d'intermédiaires, d'avancés, mais ça on va y Et la répondre, réponse on va y après. répondre Ouais, pendant la suite du webinaire. petit teasing. Et une autre question, est-ce que les collectivités qui ont la compétence justement qualité de l'eau ont été associées au montage du projet? Alors, pas en tant que tel. J'imagine qu'à travers l'agence de l'eau, on avait quand même accès à leurs enjeux un peu plus globaux, pardon, mais on les a pas directement intégrés dans le montage, non. Ouais, je peux compléter. Euh, Là-dessus, on a même plutôt exclu les collectivités qui avaient un enjeu qualité. On était plutôt sur des secteurs avec un enjeu érosion. Au moment où on a lancé ce projet en soutien de PADV, on, on n'avait pas de certitude sur la gestion des herbicides. Et donc, on ne souhaitait pas que sur des aires d'alimentation de captage, on puisse amplifier ce problème. Et donc, on est allé sur des zones avec un enjeu érosion. Alors, ensuite, on n'est pas forcément fermé à financer, à soutenir un PSE qui mobiliserait des leviers ACS en aire d'alimentation de captage. Mais ça dépend des problèmes de qualité. Enfin, si on est sur des problèmes nitrates ou phyto, c'est pas la même chose. Et puis également de l'accompagnement qui peut être fait sur le sujet herbicide en particulier.
Je vous propose de prendre encore une question de compréhension s'il y en a une, et ensuite on se gardera un peu de temps à la fin pour répondre aux autres. Une, une dernière question. Quels sont les attendus des entreprises prêtes à financer ces PSE agricoles? Alors, il y a plusieurs niveaux enfin, pas d'entretien, n'importe quoi, d'engagement de ces fermes, de ces entreprises-là, je vais y arriver. Déjà, il y a un enjeu de sécurisation des approvisionnements pour ces filières. Donc, certaines des filières sont en difficulté, beaucoup d'ailleurs, sur de l'approvisionnement. Il y a de plus en plus d'aléas climatiques et vous n'êtes pas sans savoir que ça a un impact sur le rendement des cultures et sur l'évolution de la résilience des fermes. Donc, c'est un enjeu pour nos partenaires d'accompagner les agriculteurs avec lesquels ils travaillent sur voilà, une atteinte de cette résilience un peu plus rapide et un peu plus stable. Donc, il y a déjà cette partie-là. Pour certaines entreprises, c'est aussi une question d'engagement, donc soit d'engagement type SBTI, d'engagement plutôt institutionnel à atteindre certains objectifs de mise en place de pratiques dans leur filière. Donc, certains ont un objectif de 100% de ferme en agroécologie d'ici voilà, un certain nombre d'années. Et donc, ces types de projets permettent justement d'atteindre plus facilement ce type d'objectif puisque l'incitation des agriculteurs permet d'en engager davantage. Il y a aussi une possibilité de valorisation pour ces entreprises-là auprès de leurs clients, voilà, de faire en sorte que ce soit une gamme différenciée ou un niveau de produit supérieur. En plus des résultats environnementaux assez globaux, c'est aussi des produits qui ont une valeur environnementale supérieure aux autres. Donc, c'est les trois grandes catégories, je dirais, d'intérêt pour les entreprises qui sont partenaires. Je parle uniquement des entreprises filières, évidemment. Merci pour vos questions. N'hésitez pas du coup à continuer à les poser dans le chat et on refera une sélection en fin de webinaire pour vous répondre. On passe donc au modèle économique qui est mis en place dans le projet et qui est testé dans le cadre du projet. Je reviens encore à ce projet culture d'industrie sur sol vivant qui est terminé maintenant, mais lors duquel nous avions mené une étude économique sur une partie des fermes qui étaient engagées pour savoir quel était le surcoût de la transition agroécologique, puisque c'est quand même une manière, en tout cas, qu'on a trouvé intéressante d'entrer dans le sujet que de calculer ce qui devait être rémunéré aux agriculteurs en fonction de ce que leur coûtait vraiment le changement de pratique, etc. Donc, on a étudié dans le cadre de cette étude-là, bah voilà, qu'est-ce que ça coûte de faire évoluer les pratiques, d'acheter des semences de couverts plus nombreuses, plus diversifiées, d'aller chercher de l'engrais plutôt organique que minéral, voilà, de passer du temps là-dessus. Qu'est-ce que ça coûtait en termes de formation, combien coûtait le conseil technique et le diagnostic associé. On a aussi cherché à savoir quel était le coût de la prise de risque de l'agriculteur, sachant que parfois, innover, ça veut dire perdre du rendement une année donnée. Il y a des accidents, évidemment, techniques qui arrivent et qui permettent de mettre un chiffre sur le risque pris par les agriculteurs. C'est un chiffre qui a été mis à jour assez récemment dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Covalo Hauts-de-France et qui, lui, englobe les Hauts-de-France. Et il y a une dernière base de sécurisation, un dernier élément de la base de sécurisation qui a été pris en compte, c'est le matériel agricole aussi que les agriculteurs, dans lequel les agriculteurs investissent quand ils changent de pratique. On ne peut pas semer un couvert de la même façon quand il est bien plus complexe, avec des graines très différentes, etc., que quand c'est semé à la volée derrière la batteuse. Donc, c'est sur ce surcoût de la transition-là qu'on se base ensuite pour le modèle économique que je vais vous présenter. Ici, vous avez un graphique, somme toute, assez simple, mais qui vous permet de représenter quelles sont les différentes composantes de ce modèle économique-là.
pour un agriculteur donc, qui est plutôt débutant. Donc, on se situe plutôt au début de ce graphique à gauche. Dès le début, il y a, dans le cadre du financement du projet et de Covalo de France notamment, un financement du diagnostic indice de régénération. Donc là, l'agence de l'eau en finance une partie, les entreprises une partie, et les agriculteurs ont un reste à charge dans le cadre du PSE, donc ils participent à hauteur de 15% à la réalisation de ce diagnostic-là. Et ils financent eux-mêmes l'accompagnement individuel. Par contre, on permet voilà, une mise en relation avec ces experts-là et un accompagnement plutôt collectif, pour le coup, qui est financé dans le cadre du projet. Dans le cadre du PSE, cette fois, plus l'agriculteur va avoir un niveau agroécologique qui augmente, plus sa rémunération va augmenter. Donc le progrès permet d'atteindre différents niveaux de rémunération à ce niveau-là, dès le début de la transition donc. En revanche, à partir de 40, là, on observe deux mécanismes complémentaires, de dispositifs complémentaires qui viennent s'ajouter. Les primes filières, donc dans le cadre des contrats agroécologiques avec leurs partenaires, les agriculteurs sont rémunérés pour le changement de pratique, sachant que il y a un palier supérieur à cette prime-là. Donc à partir de 60, les agriculteurs ont un complément encore sur cette prime qui leur est versée. Et vous avez un exemple de dispositif complémentaire qui est déjà en fonctionnement sur les Hauts-de-France, avec un prêt à taux bonifié sur de l'investissement qui est proposé par le Crédit Agricole Nord-de-France, et qui fait que pour un agriculteur à 40 d'indice de régénération, c'est 40 000 euros avec ce prêt à taux bonifié qu'il aurait proposé, à 50 000 euros, etc. Donc c'est vraiment indexé sur le niveau de l'indice de régénération, et ça permet aux agriculteurs qui font ces efforts-là et qui rendent ces services-là d'avoir voilà, une sécurisation aussi dans le cadre de leurs investissements, notamment au niveau matériel. Le mécanisme principal, cependant, et donc j'y reviens un peu plus en profondeur, c'est bien le cofinancement public et privé sur la réalisation de l'indice de régénération et sur les primes filières et le PSE. Donc, dans le cas des primes, on a un contrat filière qui, au maximum, reste très proche de ce qui est déjà mis en place. Le but, c'est pas de réinventer l'eau tiède, c'est pas de refaire un contrat différencié, etc., mais vraiment d'inclure l'indice de régénération et les objectifs qui sont mis en place par les agriculteurs au sein de ce contrat en lui-même. Donc, c'est une temporalité qui est définie par les partenaires, des objectifs clairs, effectivement, dans le cadre de ce contrat. Le but, c'est d'encourager les agriculteurs à la progression, même si le mécanisme n'est pas exactement le même que dans le PSE, où on a vraiment une augmentation linéaire de la rémunération en fonction des objectifs atteints par les agriculteurs. Ici, comme vous l'avez vu, c'est plus deux paliers, mais ça incite quand même à aller un petit peu plus loin. Ce sont des entreprises qui vont aller former aussi leurs techniciens, leurs agents de terrain finalement dans l'accompagnement des agriculteurs, donc des techniciens du vivant, c'est-à-dire des techniciens qui savent mesurer l'indice de régénération, mais aussi au-delà de ça, qui ont des formations complémentaires sur les pratiques agroécologiques. Et enfin, dans ce contrat est toujours mis en place cette fameuse prime agroécologique, puisque pour services rendus dans le cadre du projet et même plus largement, les adhérents qui mettent en place des filières agroécologiques s'engagent en même temps à rémunérer les agriculteurs pour cela. Au niveau du financement public, le PSE, j'y reviens pas plus en détail, mais on en a déjà parlé juste avant, et l'élément complémentaire. Et donc, je vous propose d'aller sur les premiers retours d'expérience, les premiers résultats de ce projet-là. D'abord, en commençant par vous expliquer avec ce schéma assez coloré la gouvernance et le fonctionnement global du PSE. Ce que vous avez à l'écran, c'est donc les différentes catégories, on va dire, d'acteurs qui font partie du projet. Au centre de tout ça, évidemment, les agriculteurs qui sont engagés dans le projet, donc qui sont 85 voilà, depuis cette année.
Les agriculteurs, c'est à eux que vont la plupart des flux, et c'est quand même l'objectif. À la fois les flux financiers que vous avez en orange, donc ils perçoivent le PSE, ils perçoivent la prime agroécologique, mais aussi dans le cadre du projet, l'indice de régénération, qui est en partie financé par le projet. Voilà, c'est aussi de l'argent finalement qui leur revient. Et un dispositif dont je n'ai pas encore parlé, qui est l'aide à la location de matériel, particulièrement pour les agriculteurs débutants qui n'ont pas accès à du matériel voilà, en début de projet, qui n'ont pas pu faire l'investissement et qui veulent tester des choses avant d'en faire un, ce qui est quand même plutôt une bonne idée. On propose une aide chaque année. Donc, les agriculteurs déposent une petite demande en disant, voilà l'essai que je veux faire, j'ai besoin de tel matériel pour le faire, etc. Et donc, on leur propose voilà, de prendre en charge tout ou partie de leur location de matériel pour leur permettre voilà, de faire des tests qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. Sachant que ma flèche a disparu, mais l'autre lien financier, évidemment, c'est l'agence de l'eau qui va à la fois verser l'indice de régénération, enfin, une partie de l'indice de régénération et qui va rémunérer pour une agriculture du vivant pour l'animation dans le cadre du projet. Le PSE est aussi versé par l'Agence de l'eau pour une agriculture du vivant sur un compte qui est bien dédié. Donc, en termes de flux financiers, c'est bien séparé. C'est un compte qui est dédié à ça. Et donc, l'argent transite pour une agriculture du vivant, mais c'est des montants qui viennent directement de l'Agence de l'eau. En vert, vous avez cette fois-ci plutôt les apports techniques de chaque acteurs envers les agriculteurs, les référents agroécologiques qui vont aller faire un conseil à leur rotation et mesurer l'IR chez les agriculteurs. Les collecteurs qui, eux, vont plutôt dispenser du conseil à la culture et pour certains, mesurer l'IR chez les agriculteurs également. Et pour une agriculture vivante qui va proposer à la fois l'animation collective que je vous ai mentionnée et la mise en relation avec les référents agroécologiques. Important également, surtout pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient porter un projet de PSE, le cadre juridique. Donc en bleu, vous avez cette fois-ci les liens juridiques entre les différents acteurs. Comme je vous l'ai dit, pour une agriculture du vivant est mandataire de l'Agence de l'eau, donc nous sommes liés par une convention de mandat à l'Agence de l'eau. Nous sommes également liés par une convention, cette fois-ci qui est standardisée et qui nous a été transmise par l'Agence de l'eau aux agriculteurs eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de lien direct entre l'Agence de l'eau et les agriculteurs. C'est vraiment par l'intermédiaire du mandataire que l'Agence de l'eau vérifie le bon respect finalement des différents éléments juridiques. On a un contrat agroécologique entre l'agriculteur et son collecteurs qui eux-mêmes sont liés avec des contrats commerciaux aux collecteurs. Nous sommes nous-mêmes en contrat de partenariat avec nos adhérents qui sont aussi des partenaires dans le cadre de ce projet-là, qui nous permet aussi d'encadrer voilà, la relation. Et enfin, il y a une relation de prestation à date entre, pour une agriculture du vivant et les référents agroécologiques. Dans le cadre des tours de plaine ou des formations, par exemple, nous faisons appel à ces référents-là pour l'organisation dans le cadre d'une prestation. Et les référents agroécologiques sont également prestataires des agriculteurs, puisque ça fait partie voilà, du cadre du projet, de demander aux agriculteurs de faire eux-mêmes de financer eux-mêmes leur accompagnement individuel et donc il y a une prestation qui se met en place entre eux. J'ai ajouté des petites étoiles simplement pour vous signifier que les acteurs qui en portent une sont des membres du comité de pilotage du projet. L'Agence de l'eau et pour une agriculture du vivant au niveau du pilotage. Au niveau partenaire, les entreprises de l'aval et les collecteurs font partie du comité de pilotage. Et depuis cette année, nous avons 6 représentants des agriculteurs, dont 3 qui vont siéger à chaque comité de pilotage à partir de maintenant. Donc, ils sont des agriculteurs volontaires qui donc vont porter la voix des autres agriculteurs au moment du copier. Ah bah voilà, ma flèche était là.
Du coup, j'ai commenté sans vous afficher les flèches. J'espère que c'est plus clair avec les flèches maintenant. Mais donc, une partie de l'animation est bien financée par l'Agence de l'eau, une autre partie par nos partenaires. Et les primes versées par les collecteurs viennent tout ou partie de leur contrat aval. Ensuite, dans les résultats, cette fois-ci plutôt attendus et pour le moment plutôt obtenus par les agriculteurs, sont les suivants. Donc déjà, et ça va être testé plutôt sur les 5 ans bien sûr, l'objectif c'est d'avoir un modèle économique qui soit à la fois sécurisant et incitatif. Les agriculteurs vont recevoir leur premier versement là dans les mois qui viennent et qui va correspondre donc à leurs 2 premiers indices de régénération. L'indice de régénération initial qui n'a pas donné lieu à un versement puisque c'est le T0 du projet et l'année 1 qui correspond donc au premier delta, au premier changement de pratique de 2 ans. C'est une rémunération, comme je le disais, qui est d'entre 5 000 et 15 000 euros par agriculteur et par an pour une ferme de 190 hectares, mais donc vous avez à peu près la moyenne qu'on peut utiliser dans le cadre du projet. Le but, c'est de couvrir une partie du risque pris en charge par les agriculteurs, mais aussi de valoriser les pratiques, tout simplement grâce aux primes filières. Ce projet, il a pour objectif d'être le plus simple possible du point de vue des agriculteurs et notamment au niveau de la charge administrative que ça engendre. Certains d'entre vous le savent sûrement, mais les agriculteurs ont parfois beaucoup de charges administratives et c'est justement ce qui peut freiner l'engagement dans certains de ces dispositifs. Ici, il y a un seul diagnostic, donc ça facilite déjà de beaucoup voilà, certaines des démarches. Les axes de progrès sont choisis par les agriculteurs eux-mêmes, donc en termes de simplification, si ça vient de soi, on va dire que ça rend les choses plus accessibles assez facilement. C'est une rémunération qui va s'adapter à la progression des agriculteurs, au service rendu, et donc pas de prise de risque pour l'agriculteur, pas d'investissement qui serait fait avant d'avoir été rémunéré, puisque un agriculteur n'est payé qu'une fois les résultats obtenus. Il n'y a pas de risque que certaines avances doivent être remboursées, ce qui peut être le cas dans d'autres dispositifs. En plus de ça, on a toute la partie accompagnement individuel et collectif. Donc, accompagnement individuel grâce au réseau qui est mis à disposition et au diagnostic qui est en très grande partie financé dans le cadre du projet. Et la partie dynamique collective avec les rencontres, les groupes WhatsApp, l'échange avec les pairs et la mise à disposition de la plateforme, d'une partie de la plateforme agroécologie.org qui s'appelle RexAgri et qui permet aux agriculteurs de diffuser des retours d'expérience, de les mettre à disposition en fait du reste des agriculteurs pour qu'on ait une idée, telle personne dans telle région avec tel matériel a fait un essai. Qu'est-ce qu'a donné cet essai? Combien ça a coûté? Est-ce que ça s'adapte à mon contexte pédoclimatique? Donc voilà, c'est une plateforme très intéressante que je vous invite à consulter également. Et donc, pour faire une synthèse de ces premiers retours d'expérience, donc pour les années de lancement 2024-2025, évidemment, on n'a pas des résultats encore très concrets, en partie d'ailleurs parce que la campagne 2025 s'est terminée il y a peu, donc la partie technique est encore assez peu analysée et décortiquée, mais je peux déjà vous donner des premières idées. Sur le lancement du dispositif, donc on a été agréablement surpris de recevoir plus de 120 candidatures d'agriculteurs, des agriculteurs de niveaux assez différents, mais malgré tout, beaucoup d'agriculteurs qui étaient plutôt avancés, qui n'étaient pas le cœur de cible de ce projet-là, mais il y a eu un intérêt quand même assez fort des agriculteurs pour ce dispositif-là, ce qui est plutôt positif. Il y a eu un engouement également des partenaires privés, puisqu'en 2025, c'est 16 partenaires qui font partie du projet, avec des filières représentées et donc des cultures assez différentes. Donc, on a à la fois de la betterave, de la pomme de terre, des légumes, du blé, enfin des céréales d'ailleurs de manière générale. Donc, voilà, on arrive à couvrir une forte proportion de la rotation des agriculteurs sur ce territoire-là. Au niveau du terrain, on a une bonne mobilisation terrain des agriculteurs. On a eu 82% de participation sur l'année donc des agriculteurs aux événements.
On a 29 premiers retours d'expérience, donc Rex Agri, sur la première campagne. 29 puisque c'est le nombre d'agriculteurs qui ont rejoint dès 2024 et qui donc ont eu le temps déjà de mettre en place des essais et donc de faire un retour d'expérience. Donc on est déjà très content de ça. Et donc on arrive à mesurer des premières améliorations des pratiques entre 2024 et 2025 sur les indicateurs donnés. Au niveau de la réplication, on a 8 nouveaux PSE publics-privés qui sont en cours de réflexion et il y en a même un dont l'étude de préfiguration a déjà commencé. On a des différents acteurs donc, qui cherchent à mettre en place eux aussi un système de cofinancement public-privé, notamment des communautés d'agglomération, d'autres agences de l'eau et même des producteurs d'eau potable. Au niveau du lancement, mais cette fois-ci de l'engagement des agriculteurs, donc c'est 85 agriculteurs qui ont été sélectionnés à la fin du processus de recrutement. 36 agriculteurs débutants, 39 plutôt intermédiaires et les 10 avancés qui étaient prévus initialement dans le dimensionnement du projet. Donc voilà, une grosse partie des agriculteurs qui sont en transition, ce qui était l'objectif du projet. Et maintenant, pour dresser un petit peu quelques perspectives de création de nouveaux PSE, l'idée c'était de vous dire un petit mot sur le projet Covalo, qui est un projet financé par l'État dans le cadre de France 2030, piloté par PADV au niveau national, mais en partenariat aussi avec des coopératives sur différents territoires. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire globalement le même travail qui a été fait sur les Hauts-de-France, mais bien sûr en l'adaptant aux spécificités des différents territoires. Et là, actuellement, la mobilisation des acteurs privés, des filières, est en cours sur les différents territoires que vous voyez à l'écran. Donc en Normandie centre, dans l'ouest, en Vendée de Sèvres et dans le sud-ouest. On a déjà 51 acteurs privés et aussi des publics qui sont engagés dans ces coalitions et qui commencent à organiser justement le déploiement de ce programme de financement agroécologique sur les agriculteurs du territoire. Et le sujet du PSE public comme financement complémentaire au dispositif de prime filière déployé dans ces coalitions est évidemment à l'ordre du jour. Donc, comme Juliette l'évoquait, on a un certain nombre de projets de PSE public-privé qui sont en cours de réflexion. Et des projets qui seraient sans doute un peu différents du projet qu'on a vu ici, avec une optique plutôt aire d'alimentation de captage, donc avec une attention plus importante portée encore sur cette question de qualité de l'eau, et notamment des enjeux nitrates, phytosanitaires. Et ce qui est important de savoir, c'est que à travers l'indice de régénération, on a quand même une certaine quantité de données qui est collectée, qui est extrêmement large. Et on travaille justement à cette adaptation de PSE pour des objectifs qualité de l'eau sur les aires de captage, notamment à travers une collecte unique d'indicateurs via l'indice de régénération chez l'agriculteur, mais après un financement différencié d'indicateurs selon les acteurs pour financer davantage les indicateurs qui ont le plus d'intérêt pour les acteurs en présence. Donc par exemple des acteurs filières qui vont financer l'intégralité du score de l'indice de régénération pour des enjeux résilience, carbone, sol et impact systémique, et des acteurs plutôt publics, collectivités ou agences de l'eau qui ont un intérêt sur une zone de captage d'eau potable. Ils vont financer davantage une combinaison d'indicateurs de l'IR qui sont plus fortement en lien avec cette question de qualité de l'eau, en ayant refait au préalable un travail sur les seuils d'exonération des indicateurs pour que ce soit bien aligné avec les souhaits des différents acteurs publics. Donc ce travail il est en cours sur les différents territoires que vous voyez à l'écran. Donc si vous avez des projets de montage de PSE, si vous êtes potentiellement porteur sur ces territoires, qui a un potentiel d'impact qui est intéressant en termes de nombre d'agriculteurs aussi à engager dans la démarche, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse en discuter et voir quel lien on pourrait faire avec le travail qui est en cours de montage avec les acteurs de filière sur ces territoires. L'objectif, de toute façon, c'est toujours le même, simplifier au maximum l'engagement des agriculteurs dans ces programmes de transition et pouvoir combiner au mieux financement public et privé pour combler ce manque de financement pour la transition agroécologique. Voilà, donc on a fini. On avait encore quelques questions dans le chat et notamment une question sur la répartition
des financements entre public et privé, comment se fait cette répartition d'un PSE régénératif? Alors, dans le cadre de la définition du modèle économique initial, l'objectif, c'était bien de faire comment dire, une répartition équitable entre les filières et l'agence de l'eau, donc la partie institution publique. Donc, c'était à peu près équivalent. Alors, évidemment, jusqu'ici, les primes filières avaient un montant qui était défini par les entreprises elles-mêmes. Donc, c'était un modèle plutôt théorique. Maintenant, on a une prime qui est définie dans le cadre du projet Covalot France et qui va s'appliquer au projet de PSE et qui est donc de 100 euros de l'hectare. Donc, dans les cadres des contrats des agriculteurs, hein, ça se définit en fonction du volume de produits vendus. Donc, le 100 euros à l'hectare, c'est plutôt indicatif parce que ça peut se comparer plus facilement avec le PSE. Et donc là, le niveau finalement couvert par les entreprises est un petit peu supérieur à ce qui avait été prévu initialement quand le plafond pour l'agence de l'eau est donc à 85 euros de l'hectare, donc un petit peu en dessous. C'est le niveau de prime, il est défini en concertation dans le cadre du projet Covalot de France par les partenaires eux-mêmes, donc par les filières elles-mêmes. Et le niveau 200 a été défini et maintenant diffusable, donc je vous donne l'information. Je regarde dans le chat s'il y a des dernières questions. Une question de Gauthier Clark qui demande, est-ce que le PSE peut être préfinancé dans le cas où les coûts à engager devancent les résultats exprimés en termes d'hier? Je ne sais pas si Patrice a encore là. Je crois qu'il devait nous quitter à 14 heures, donc je suis pas sûre. Ouais, non, je suis encore là. Ah, J'ai dit que j'aurais 10 minutes de retard à l'autre réunion. Euh, le préfinancement, ça veut dire en fait le versement d'une avance. Juridiquement, c'est possible. Clairement, enfin, pour Artois Picardie, je recommanderais pas d'y aller. Donc, si des collègues d'autres agences veulent y aller, pourquoi pas. Mais on a déjà testé des avances sur d'autres dispositifs d'aide directe. Concrètement, si ensuite les services ne sont pas rendus, le fait de gérer une reprise est compliqué. et Par d'ailleurs, contre, c'est assez. pour Ouais. accompagner, comme je l'indiquais tout à l'heure dans le chat, il y a des aides pour l'investissement. Alors, PADV a un système de prêt de matériel. Il y a des accords avec le Crédit Agricole qui peut également apporter des prêts bonifiés. Et en lien avec les appels à projets portés par la région, le Préad, il y a quand une exploitation est inscrite, enfin, a souscrit un PSE, elle a des points supplémentaires qui lui permettent un accès plus facile à ces aides et l'agence est financeur de ces aides. Merci Patrice, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. J'ai pu voir passer dans l'onglet conversation ou questions-réponses. De toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre adresse mail sur le support. Et ben merci à tous pour votre participation. Vous avez nos contacts sur l'écran et de toute façon, on vous enverra à la fois le lien de la rediffusion et aussi le support par la suite. Merci à tous et bon après-midi.